Bonsoir, chers élèves, j'espère que vous allez bien. Le cours d'aujourd'hui va porter sur les origines causales de la philosophie, que vous appelez les origines lointaines. Et donc, ce soir, nous allons réfléchir ensemble sur ce thème. Et donc, je vous demande plus d'attention, plus de concentration et tout ira mieux. Si vous avez des questions, il n'y a qu'un souci, je suis là. Est-ce que d'abord, vous avez quelques questions avant que l'on démarre? Vous m'entendez? Oui. Oui, si vous avez des questions déjà ou quelques soucis, dites-le moi, après on règle ça avant qu'on ne commence. Non, on n'a pas de souci. Ah. Alors moi, je vous demande de vous connecter massivement et là, vous allez bénéficier d'énormes opportunités, hein. Comme je vous l'ai dit, participez, connectez, dites à vos amis de venir. Vous allez découvrir vraiment des choses extraordinaires. Cette école a vraiment beaucoup d'opportunités. Et donc, connectez-vous et puis on va régler ensemble votre souci. D'accord, c'est bien. C'est Nous bon. sommes là pour vous. Oui, merci. Alors, maintenant, on respire fort avant qu'on ne commence. Alors, j'aimerais vous préciser quelque chose avant même que l'on entre dans le vif du sujet. Pour vous montrer la connexion de ce cours, de ce chapitre intitulé Les origines lointaines ou intellectuelles avec les origines causales, autant pour moi, la connexion qui existe entre les origines causales et les origines lointaines. Si aujourd'hui nous avons décidé de parler sur ce chapitre, c'est parce qu'il y avait eu un débat qui avait eu lieu sur la question du commencement de la philosophie. Et ce débat est placé du point de vue géographique, ce que vous appelez les origines lointaines de la philosophie. Alors, des thèses ont été avancées, la thèse égyptienne, la thèse occidentale et la thèse universelle de la philosophie. Mais après, au bout du compte, qu'est-ce que nous avions retenu? On a retenu que aucune de ces thèses ne fait l'objet d'unanimité. Alors, puisqu'on ne sait pas jusqu'à présent où commence la philosophie, alors nous avons décidé de chercher le commencement de la philosophie, cette fois-ci dans l'interaction de l'esprit du philosophe avec le réel, avec la réalité. Et donc, aujourd'hui, dans ce cours, le problème soulevé, c'est comment et où commence la philosophie à partir de l'interaction de l'esprit du philosophe avec la réalité. C'est ça le titre même du cours d'aujourd'hui. Voilà pourquoi je vous parle des origines causales. Alors, je note les origines, voilà, les origines causales de la philosophie. Alors, nous allons partir d'une définition de la philosophie, hein, de la définition de la philosophie. Et cette définition, c'est son sens étymologique. Donc, qu'est-ce que la philosophie? À la question qu'est-ce que la philosophie? On peut répondre à cette question en consultant le dictionnaire Larousse, le Robert, ou bien l'encyclopédie, ou bien le dictionnaire André Lalande. Mais nous allons définir la philosophie en partant de son sens étymologique. Et donc, étymologiquement, la philosophie est définie comme amour de la sagesse. Philosophie comme amour de de la sagesse. Soulignez bien d'abord cette définition. Soulignez-la d'abord. Oui, vous avez une question? Fatimata Sal. Et Fall. Fatimata Fall? Non, monsieur, pas encore. Vous pouvez continuer. On vous suit. Et il y a Fatimata Fall qui veut poser une question. D'accord. Elle a levé sa main. Oui, je vous écoute, Fatima. D'accord, on va continuer donc. Alors, j'ai dit, nous allons définir la philosophie en partant de son sens étymologique. Et Allô, monsieur? oui, Le cours, c'était à 18 h ou bien à 19 h? 19 h, 19 h. Ah, d'accord, on vient de commencer. Oui, on vient tout juste de commencer. D'accord, merci beaucoup. D'accord, Ok. ok. Et donc, j'ai dit, la philosophie, à partir de son sens étymologique, est définie comme amour de la sagesse. Et donc, vous allez souligner cette définition parce que tout ce que nous allons faire, c'est à partir de cette définition-là. Je poserai trois questions à partir de cette définition. Mhm. Alors, la première question est la suivante. Comment est née, comment est née
l'amour de philosopher. L'amour de philo. C'est ça la première question. Et la deuxième et la suivante, qui sont amoureux de la sagesse? Et la troisième question, comment chercher cette sagesse? Voilà pourquoi je vous ai dit, cette définition, à première vue, elle est simple à formuler. Mais quelle est l'interprétation? Quel sens faudrait-il comprendre à travers cette définition? Voilà pourquoi ces trois questions sont fondamentales pour la compréhension de cette définition consistant à dire que la philosophie est amour de la sagesse. Et donc, je vous résume les trois questions brièvement. La première, c'est comment est né l'amour de philosopher? Oui, la première question, c'est comment est né l'amour de philosopher? Euh, Marquons une pause et justifions d'abord cette première question. Fatimata, vous avez toujours une question à poser. D'accord. Comment est né l'amour de philosopher? Alors, je vous demande d'abord de déposer vos stylos. Déposez d'abord vos stylos. Voilà, merci. Maintenant, fermez les yeux ensemble. Nous allons répondre à cette question en fermant les yeux. On ferme les yeux maintenant. Voilà. Maintenant, la question est la suivante. Comment est né l'amour de philosopher? On ferme les yeux. Je vous invite à imaginer la chose suivante. Visualisez l'image de votre papa et l'image de votre maman. Et imaginez leur complicité. Ils partagent tout. Ils sont tout le temps ensemble. Ils se partagent tout aussi. Ils discutent. Mais là, vous êtes à l'école. Et dès votre retour à la maison, il y a papa et maman qui se battent. Il y a maman qui donne des coups de poing à papa. Imaginez la chaîne. Imaginez ce scénario. Alors, j'ai une question à vous poser. Une, quelle est votre réaction par rapport à ce fait? Cette lutte entre papa et maman. Vous voyez votre réaction. Peut-être c'est le mot qui manque. Mais ici, au fond de vous, vous vous dites, waouh, qu'est-ce qui se passe? Et donc là, c'est le waouh, qu'est-ce qui se passe? C'est le signe de l'étonnement. Mhm. Vous vous étonnez. Pourquoi? Parce que vous êtes émerveillé par la situation. Et après l'émerveillement, vous dites, qu'est-ce qui se passe? Ce qui revient à dire que l'étonnement a enclenché le questionnement. Vous Mhm. voyez? L'étonnement a enclenché le questionnement. Et quand vous dites qu'est-ce qui se passe, tout de suite, vous réfléchissez en cherchant des réponses. Visualisez la chronologie. Vous étiez étonné par la situation. Puis vous vous dites, qu'est-ce qui se passe? En disant qu'est-ce qui se passe, vous cherchez des réponses dans l'immédiat, en réfléchissant. Et une fois réfléchi, peut-être qu'on vous a donné plusieurs réponses, plusieurs versions différentes. Puisque vous, vous êtes à la recherche de la vérité, vous vous demandez, mais laquelle réponse elle est bonne? Et donc, vous doutez des versions qui vous ont été révélées, des réponses qui vous ont été livrées. Et donc, la réflexion a fait naître le doute. Vous doutez, le doute qui est un sentiment d'incertitude, vous oblige aussi à critiquer. En critiquant, vous remettez en cause tout. Autrement dit, les réponses qui vous ont été données, vous les remettez en cause parce que vous n'êtes sûr de rien. Maintenant, ouvrez les yeux doucement. On va résumer ce qu'on vient de réaliser comme scénario. C'est une manière de vous dire, la philosophie, l'amour de philosophie est né de l'étonnement. L'étonnement, l'étonnement. L'étonnement, c'est un sentiment d'émerveillement. Quand on parle d'étonnement, c'est parce qu'on a été stupéfié par la situation. On n'a pas compris ce qui s'est passé. Et donc, du coup, nous sommes étonnés. Et l'étonnement a donné naissance au, au questionnement.
Ouais. L'étonnement, donc, a donné naissance au questionnement. Quand on s'étonne en disant, waouh, l'étonnement nous conduit directement à la question. Qu'est-ce qui se passe? Parce que nous voulons comprendre ce sentiment qui nous a tant émerveillés. Nous voulons comprendre ce qui nous a émerveillés. Nous voulons comprendre, démystifier ce mystère-là. D'où la question, qu'est-ce qui se passe? Et donc, à partir de l'étonnement, vous comprenez tout le sens ou toute la position d'Aristote pour qui la philosophie est née de l'étonnement, est née de ce sentiment d'émerveillement. Et il n'y a pas qu'Aristote. Platon aussi le confirme. Et donc, ils sont d'accord que l'amour de philosophie est né à partir de l'étonnement. C'est l'étonnement qui serait la cause, l'origine même, ou le commencement même de la philosophie. Et cet étonnement va donner naissance au questionnement. Le questionnement, qu'est-ce que c'est? Quand on questionne, on interroge le réel, ou encore on s'interroge sur ce qui nous attend émerveillé. Donc, le questionnement est lié à l'étonnement. Mais après avoir posé des questions, obligatoirement, nous allons réfléchir. Et donc, le questionnement philosophique va donner naissance à la réflexion. La réflexion, qu'est-ce que c'est? La réflexion, c'est ce mouvement de l'esprit sur lui-même par rapport à une question bien précise, laquelle a été provoquée par un sentiment d'émerveillement. Donc, le questionnement donne naissance à la réflexion. Et donc, la philosophie peut aussi être définie ou caractérisée par la réflexion. Quand on réfléchit sur une question bien déterminée, sur un problème bien défini, cette réflexion nous permettra d'avoir des résultats. Mais puisqu'on est un bon philosophe, le philosophe ne se contente pas de ces résultats. Puisqu'il n'est pas sûr, alors il va douter. Le doute, donc, sera né à partir de la réflexion. Donc, vous avez le doute et vous avez la réflexion, et cette réflexion donne naissance au doute. Le doute, c'est un sentiment d'incertitude par rapport aux résultats que nous avons obtenus. Notez-le bien. Quand on doute, c'est parce que nous ne sommes pas satisfaits de la réponse obtenue. On prend du recul. Voilà pourquoi je dis que le doute est un sentiment d'incertitude par rapport aux résultats obtenus via la réflexion. Laquelle réflexion est née du questionnement. Et donc, quand on doute, quand on manifeste ce sentiment d'incertitude par rapport aux résultats obtenus, c'est parce qu'il y a un souci. Voilà pourquoi René Descartes définit la philosophie comme un doute. Le doute cartésien, c'est le doute méthodique. Pour chercher la vérité, il va falloir que nous doutions de tout. Lui, Descartes, il a commencé ce doute à partir du collège où il était, l'école jésuite de la Flèche. Et après aussi, il a douté des enseignements de ses maîtres et douté aussi de toutes les autres sciences. Voilà pourquoi on parle du doute cartésien. Et donc ça, c'est important à retenir aussi. L'autre chose, après le doute, nous allons procéder par une critique. Autrement dit, quand on n'est pas sûr des résultats obtenus, alors nous critiquons. Et donc, la critique est est née du doute. La critique, elle est fondamentale en philosophie. Pourquoi? Parce qu'au moins, ça nous permet de savoir distinguer le vrai du faux, de savoir distinguer ce qui relève du bon sens, ce qui est cohérent, ce qui est logique, ce que le bon sens peut admettre. Et donc, c'est ça, l'un des rôles de la critique. Voilà pourquoi Kant aussi pense que la critique est fondamentale. Et donc, quand on parle de critique, là, on fait allusion à Emmanuel Kant. Voilà pourquoi tous ces ouvrages sont intitulés La critique de la raison pure, critique de la raison pratique, critique de la faculté de juger. Et donc, une fois critiqué, vous avez ce qu'on appelle la remise en cause. Je note ça en vert pour montrer la particularité. Vous avez la remise en cause. Remettre en cause les résultats, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça signifie?
Et là, je fais recours à un philosophe du nom de Karl Jaspers. Karl Jaspers. Pour lui, toute la philosophie réside dans ce mouvement-là. En philosophie, comme il le dit, chaque réponse devient une nouvelle question. Parce que le philosophe n'est pas celui qui possède le savoir. Le philosophe, c'est celui qui est amoureux du savoir. Et donc, voilà pourquoi chaque réponse obtenue, on essaie de remettre en cause pour voir jusqu'où on peut comprendre le réel, pour voir ce qu'on peut aussi trouver. Voilà pourquoi il donne plus de crédit, plus de valeur aux questions que plutôt aux réponses. Et donc, pour me résumer à la première question, comment est né l'amour de philosopher? Retenez ceci. L'amour de philosopher est né de l'étonnement, comme le postulent Aristote et Platon. L'étonnement, c'est un sentiment d'émerveillement par rapport au réel. Le réel nous a tant émerveillés et donc du coup, ne pouvons pas résister. Nous avons commencé à poser des questions. Et donc, l'étonnement a donné naissance au questionnement. Le questionnement donne naissance à la réflexion. La réflexion étant un mouvement de l'esprit sur lui-même par rapport à une question bien déterminée. Et cette réflexion va donner naissance au doute. Le doute est un sentiment d'incertitude. C'est une méfiance. On n'a pas une confiance entière par rapport aux résultats obtenus. Et ce doute va donner naissance à la critique. Et enfin, la critique donne naissance à la remise en cause. Ces éléments que je viens d'énumérer constituent ce qu'on appelle des caractéristiques de la philosophie. Les caractéristiques de la, philo, de la philosophie. Les caractéristiques de la philosophie. Et ces caractéristiques sont propres à la philosophie. Pourquoi? Parce que ce sont ces caractéristiques qui la déterminent, qui la caractérisent. Et donc, c'est quelque chose vraiment à retenir. Et chaque caractéristique peut faire l'objet d'une définition de la philosophie. Autrement dit, quelqu'un peut définir la philosophie comme étant l'étonnement, quelqu'un d'autre peut définir la philosophie comme étant un questionnement, quelqu'un d'autre peut la définir comme étant le doute, ou encore la réflexion, ou encore la critique, ou encore la remise en cause. Voilà pourquoi on parle des caractéristiques ou encore de la spécificité de la philosophie. Et donc ça, c'est un élément de taille qu'il faut vraiment retenir. Maintenant, revenons à la deuxième question. Qui sont amoureux de la sagesse ou encore de la connaissance? Vous avez une question, Fatou Ndiaye? Oui, en fait, j'ai une question. Laquelle? Est-ce que si vous dites que en fait, tous ces, tous ces personnes-là ont une définition propre qui leur est propre de la philosophie, donc en gros, on peut dire qu'il n'y a pas de définition de la philosophie. Euh, je comprends bien le sens de votre question vous avez tout à fait raison. C'est juste il faut juste reformuler votre question. On J'ai ne dit dira que, pas qu'il n'y a pas de réponse. On dira juste il n'y a pas une réponse, mais il y a des réponses. Quand vous dites il n'y a pas de réponse, on suppose qu'aucune définition en soi n'est admise. Or, c'est le cas en philosophie. Donc, nous dirons avec toi, il n'y a pas une seule définition en philosophie, mais il y a des définitions. donc, ils ne détiennent pas la vérité, mais participent à leur manière à la quête de vérité. Ce qu'il faut comprendre par là, les philosophes, comme vous venez de le préciser, ne se réclament pas comme étant les détenteurs de la connaissance. Mais eux, ils se déclarent comme des amoureux de la connaissance. D'où la pertinence de la deuxième question. Parce que je savais que ça serait une conséquence de la première question. Et donc, vous me laissez vous expliquer la deuxième question ensemble d'ailleurs, et vous allez mieux comprendre après. Ça vous va? Oui, Super. Alors, la deuxième question est la suivante. Qui sont amoureux de la sagesse ou encore de la connaissance? C'est une question qui a préoccupé
un philosophe, je dirais tous les philosophes, mais plus précisément Platon. Voilà pourquoi il a écrit un texte spécifiquement pour répondre à cette question. Son texte intitulé Diotima. Diotima. Un texte qui est exploré souvent dans les salles, dans les classes de terminale. Dans ce texte, comprenez bien, Platon traite la question de qui est philosophe. Et à cette question, il commence par d'abord nous expliquer qui ne sont pas philosophes. Je reprends, Platon, dans son texte Diotima, traite de la question qui est philosophe. Mais avant de répondre à cette question, il commence par nous dire quels sont ceux qui ne sont pas des philosophes. Et parmi ces classes, Platon commence par préciser que les dieux ne sont pas des philosophes. Pourquoi les dieux ne sont pas des philosophes? Ils ne sont pas des philosophes parce qu'ils détiennent la connaissance. Or, le philosophe, ce n'est pas cette personne qui détient la connaissance. Par conséquent, les dieux n'ont pas besoin de philosopher parce qu'ils ont déjà ce qu'ils cherchent. Est-ce que là, ça va? Jusqu'ici. Vous m'entendez? Est-ce que ça Oui, va jusque-là? oui, Nous répondons à la question qui sont amoureux de la connaissance avec Platon. Et le texte que j'ai utilisé, le texte auquel j'ai fait recours, c'est le texte intitulé Diotima. Dans ce texte, Platon traite la question de qui est philosophe. Et avant de donner sa position, il commence d'abord par nous montrer quels sont ceux qui ne sont pas des philosophes. Et parmi ces hommes, Platon dit que les dieux ne philosophent pas. Donc, on retient d'abord les dieux. Les dieux ne philosophent pas parce qu'ils détiennent la connaissance, ils détiennent le savoir. On continue. Quels sont ceux qui ne philosophent pas encore? Platon nous dit les savants, et les ignorants. oui, terminé, vous dites les savants, Et les ignorants. les savants et les ignorants. Merci. Les savants et les ignorants ne philosophent pas non plus. Et alors, j'ai une question à vous poser, d'autant plus que c'est vous qui avez donné la réponse. Oui. Pourquoi dit-il que les ignorants aussi ne philosophent pas? Parce que les ignorants, Mhm. en fait, ils n'ignorent pas leur ignorance. Pour eux, ils savent alors qu'ils ignorent leur ignorance, alors ils ne savent rien. Merci, je vois que là au moins vous apprenez bien, c'est bien. Alors, je vais juste simplifier la réponse. Pour lui, les ignorants ne philosophent pas parce qu'ils pensent savoir alors qu'ils ne savent pas et ils ne sont même pas conscients de cette ignorance. Et c'est ça qui fait que les ignorants ne peuvent pas philosopher parce qu'ils pensent savoir alors qu'ils ne savent pas. Et ce qui est pire, ils ignorent même leurs ignorances. Ils ne savent même pas qu'ils ne savent pas. Et donc, on revient encore pour préciser les choses à la question qui est philosophe ou qui sont philosophes. Oui, je vous écoute. Posez votre question. Abdou, Abdou, Bonjour, monsieur. camarade. Oui. Oui. Est-ce qu'un ignorant peut sortir de l'ignorance et être un philosophe? Est-ce que, Un ignorant oui, peut sortir dans l'ignorance et être un philosophe? et devenir un philosophe? Oui. Bien sûr, Ah, parce que si cet ignorant est éduqué par le philosophe, comme le fait Socrate d'ailleurs, avec la maïeutique, Socrate, son but avec la méthode maïeutique consiste à faire quoi? Consiste à accoucher ces mauvaises Oui, idées, ces mauvaises impressions. Son combat, c'est contre les gens qui croient savoir alors qu'ils ne savent pas. C'est l'exemple de Ménon. C'est mhm. l'exemple de Ménon. Ménon qui croyait détenir la connaissance, le monopole de la connaissance. Quand Socrate lui a posé des questions sur la question du beau, il a fini par avouer qu'il ne sait pas. Et donc, on peut procéder par la méthode maïtique de Socrate et parvenir à faire de l'ignorant un philosophe. Est-ce que ça vous va? oui, oui, ça va. C'est vrai, compris. J'ai vu une autre question. Ndiaga Diop. Ndiaga Diop, c'est un collègue. Qu'est-ce que la philosophie? C'est sur cette question que nous sommes en train de répondre.
On a commencé par définir la philosophie à partir de son sens étymologique comme amour de la sagesse. Et là, nous sommes en train de questionner ces termes. Comment est né l'amour de philosopher? Qui sont amoureux de cette connaissance? Et comment chercher la connaissance? À partir de là, on saura quoi dire sur qui sont, on saura répondre à la question qu'est-ce que la philosophie? Donc, je prends d'abord Tamsir Malik Kebe. Oui, nous vous écoutons. Est-ce que le savant peut sortir de son savoir et philosopher? Est-ce que? Le savant Oui, peut sortir de son savoir pour philosopher. peut sortir de son savoir pour philosopher. Alors, quand on dit savant, il y a le substantif qui est là. C'est celui qui, il y a le substantif savoir. C'est-à-dire, c'est celui qui sait. Et donc, celui qui sait ne peut pas chercher parce qu'il a déjà ce qu'il doit savoir. Il a déjà ce qu'il doit chercher. Voilà pourquoi Platon disqualifie le savant dans la catégorie des philosophes parce qu'il sait déjà. Un savant, c'est celui qui sait, c'est celui qui a déjà le savoir, d'où savant. Quand tu es savant, tu as atteint le seuil. Mais je comprends, vos questions sont pertinentes parce qu'on peut aussi poser des questions à Platon. Est-ce que le savant peut continuer toujours à chercher? Donc, je termine d'abord avec le texte de Platon en tenant en compte en même temps vos questions. Ça marche? Bon, Tamsir? ça va, monsieur Guillaume. Tamsir, est-ce que ça va? Oui, 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 ça va. Je dis que si c'est Platon, le savant ne peut pas philosopher parce qu'il sait déjà. Il a le savoir et donc il n'a pas besoin de philosopher. Je termine d'abord le texte de Platon, après vous pouvez formuler des critiques. J'ai beaucoup apprécié votre question parce que c'est une question qui peut nous permettre de remettre en cause aussi la position de Platon. C'est bon? Alors, toujours dans la même logique, Platon disqualifie donc les dieux, il disqualifie les savants, il disqualifie les ignorants comme n'étant pas des philosophes. Et je viens de vous donner des raisons pour lesquelles il les disqualifie. Alors, maintenant, qui sont philosophes d'après lui? Si les dieux ne philosophent pas, les savants ne philosophent pas et que les ignorants ne philosophent pas, alors, quels sont ceux qui doivent philosopher? Platon nous dit, ceux qui doivent philosopher, ce sont ces gens-là qui se trouvent entre La l'amour sagesse et et l'ignorance. l'ignorance, c'est-à-dire entre les deux, entre les dieux et les savants, ou encore des ignorants. Et donc, implicitement, Platon nous fait savoir que ceux qui doivent philosopher, ce sont ceux-là qui sont amoureux de la connaissance. Ce sont ceux-là qui sont amoureux de la connaissance. Et maintenant, quels sont ceux qui sont amoureux de la connaissance? Or, si nous avons déjà défini la philosophie comme étant amour de la sagesse, et Platon nous dit que ceux qui doivent philosopher sont ceux-là qui sont amoureux de la sagesse, de la connaissance, alors je vous pose la question de savoir, selon vous, quels sont ceux qui doivent philosopher? La question de Adam Baldé, un philosophe peut-il ignorer toutes les vérités? Oui, oui, parce que le philosophe, encore une fois, c'est celui qui pense qu'il ne détient pas la vérité. Il est toujours à la quête permanente de la vérité. Il est à la quête de la sagesse. Et donc, du coup, il ne détient pas la vérité. On peut donc dire que le philosophe ignore la vérité. Parce que lui, il se déclare comme quelqu'un qui cherche. Il cherche de manière pérenne, de manière éternelle. D'où le sens même du mot philosophie comme amour permanent, éternel de la sagesse. Et donc le philosophe peut ignorer effectivement la vérité. Parce que s'il le sait, alors il n'aura pas besoin de philosopher. Il y a aussi la question de Geneva Sey. Geneva, autant pour moi, vous avez une question? Non, mais pour selon Platon, Oui. pour les élèves pour ceux qui doivent philosopher, Mhm, d'après moi, ce sont les philosophes qui doivent philosopher, mhm, car c'est eux qui sont toujours à la recherche de la vérité mhm. et que chaque réponse pour eux est une nouvelle question. Ah, merci beaucoup. Donc, vous avez bien saisi ma question. C'était ça. Si Platon nous dit les dieux, les savants et les ignorants ne philosophent pas pour des raisons bien précises et qu'ils s'interrogent donc quels sont ceux qui doivent philosopher. Or, nous avons défini la philosophie comme amour de la sagesse. Par conséquent, ceux qui doivent philosopher, légitimement, ne peut rien d'autre et ne peut être qui d'autre que le philosophe.
Et donc, le philosophe, nous dirons avec Platon, à la question qui doit philosopher, c'est le philosophe qui doit philosopher, puisque c'est lui qui est amoureux de la connaissance, c'est lui qui est amoureux de la sagesse. Et son rapport avec cette sagesse est que il n'aspire pas à détenir la connaissance. Il ne prétend pas détenir la vérité. Pour lui, sa mission, sa passion, c'est quoi? C'est de chercher cette connaissance de manière éternelle. Parce qu'à chaque fois qu'il obtiendra une réponse, il va remettre en cause cette réponse pour en chercher, pour en faire une nouvelle question qui va lui permettre encore d'explorer d'autres facettes de la réalité. Voilà pourquoi votre réponse me paraît très correcte et très pertinente par rapport à cette question. Quels sont ceux qui doivent philosopher? Merci beaucoup pour votre réponse. Alors, nous continuons donc. Nous allons résumer donc cette question. Qui sont amoureux de la sagesse ou encore de la connaissance? Avec le texte de Platon que j'ai évoqué tout à l'heure, Diotima, Platon pense que ceux qui doivent philosopher, ce sont ceux-là qui sont amoureux de la connaissance. Or, ceux qui sont amoureux de la connaissance ne sont rien d'autre que les philosophes. Donc, et philosophe, toute personne amoureuse de la connaissance, effectivement, en respectant les critères de base de la philosophie. Alors, maintenant, je termine amoureux de la connaissance. C'est ça la réponse de Platon. Et philosophe, c'est lui qui est amoureux de la connaissance. Donc, nous allons continuer avec notre troisième question. N'oubliez pas le fil conducteur. La première question, c'était comment est né l'amour de philosopher? Nous avions dit que l'amour de philosopher est né de l'étonnement. Et après, les autres s'en suivent, les autres caractéristiques. La deuxième question, qui sont amoureux de la connaissance? Maintenant, la troisième question, c'est comment chercher cette connaissance. Si on est amoureux de la connaissance, comment chercher la connaissance du réel? C'est une, c'est une question qui est née à partir de la deuxième. Si les philosophes sont amoureux de la connaissance, alors comment cherchent-ils cette connaissance du réel? Et quand je dis comment ces philosophes cherchent la connaissance, je pose dans l'immédiat le problème. Oui, qui a une question? Mam Diarabousso Cham, oui. Bonsoir, monsieur. Ah, bonsoir. En fait, je me demandais, Mhm. puisque le philosophe est celui qui s'étonne, peut-on dire Oui. que les savants et et les ignorants ne s'étonnent pas? Toujours, je vais répondre avec le texte de Platon. J'ai un avis là-dessus, mais puisque nous avons un programme bien structuré, je réponds avec le texte de Platon. Encore une fois, on dira que nous allons dire que les savants et je parle d'abord du savant, il a, il a déjà accompli ce stade. Il s'est étonné jusqu'à trouver, je dirais, la réponse. Et donc, du coup, c'est quelqu'un qui a déjà atteint ce seuil, c'est quelqu'un qui a déjà exploré tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, merci. Ah, alors, je disais que la dernière question vient directement de la deuxième. Comment chercher la connaissance du réel? Et je disais tout à l'heure, quand je pose cette question, tout de suite, je pose de la problématique des courants philosophiques. Autrement dit, les philosophes n'ont pas les mêmes approches pour comprendre le réel, pour expliquer le réel. En philosophie, il y a ce qu'on appelle une pluralité des systèmes philosophiques. Et donc, ces pluralités de systèmes sont nées à partir de la complexité même du réel. Sauf ce qu'il faut retenir d'abord. Si aujourd'hui, on a plusieurs systèmes philosophiques, c'est lié à la complexité du réel. C'est le réel qui est complexe. Voilà pourquoi on assiste à plusieurs courants philosophiques. L'un des premiers courants philosophiques, et avant même de parler de courants philosophiques, j'aimerais d'abord vous faire une petite précision. Avant les philosophes, oui, qui a une question? Fatou. Fatou Ndiaye, Oui, en vous fait, avez je une me dis, question? oui, Oui. si je comprends bien, Mhm. qu'est-ce que la complexité du réel? Ah. Parce que selon moi, Mhm. si la philosophie est vraiment difficile à la question de de qu'est-ce que la philosophie est vraiment difficile à répondre, c'est à Mhm. cause du fait que euh, il, il y a certes une pluralité des, des,
il y a une pluralité dans les options. Chaque philosophe va donner son point de vue, mais aussi que ils ne sont jamais d'accord sur ils ne sont d'accord que sur leur désaccord. Donc, je comprends pas le terme complexité du réel. D'accord, merci. Au moins, ça me permettra de préciser davantage ce point. J'ai dit, s'il y a plusieurs systèmes de pensée, plusieurs systèmes philosophiques, c'est parce que c'est l'objet sur lequel nous réfléchissons qui est complexe. La complexité n'est pas liée à la philosophie en tant que telle. Ce n'est pas la philosophie qui est complexe, mais ce sur quoi elle porte, l'objet, c'est ça qui est complexe. Et donc, une petite précision à ce niveau. Je n'ai pas dit que la philosophie est complexe. Certes, je comprends le sens de votre question par rapport à la problématique ou à la difficulté de trouver une définition universelle en philosophie. Je ne parle pas dans ce cas, mais je parle cette fois-ci le pourquoi en philosophie il y a plusieurs systèmes de pensée. Et j'ai dit, s'il y a plusieurs systèmes de pensée, c'est parce que l'objet sur lequel ils portent leur réflexion, c'est cet objet-là qui est complexe. Exemple, quand je dis tout de suite, qu'est-ce que la matière? Mais cette question a été posée depuis l'Antiquité. Et jusqu'à présent, les gens continuent à réfléchir sur la nature de la question, et sur la nature de la matière. À partir de quand l'univers a existé, que ça soit dans la religion, que ça soit dans le mythe, c'est les philosophes, c'est les scientifiques, toutes ces disciplines cherchent à répondre à cette question. Un exemple très simple aussi que je peux vous donner. Quand je vous dis, qui êtes-vous? Et vous allez vous rendre compte que ce n'est pas aussi facile que ça. Ou qu'est-ce qu'un téléphone? Vous allez me dire peut-être un téléphone, c'est un objet que nous utilisons pour parler. OK, comment est construit ce téléphone? Quelles sont les propriétés? Ainsi de suite. Et donc, vous voyez que la seule question qui vous paraît au début être simple, si on pousse notre réflexion, devient compliquée. Voilà pourquoi j'ai dit, c'est la complexité du réel qui est à l'origine de la diversité des systèmes philosophiques. Est-ce que là, vous me comprenez? Vous m'entendez? Oui, oui, je Oui, comprends. oui, monsieur. Maintenant, vous comprenez maintenant, oui? Hmm. Alors, je continue. Ah oui, Oui, Ndeye Awagay, vous avez aussi une autre question? oui, monsieur. D'accord, je vous écoute. Donc, nous pouvons dire que la philosophie n'a pas de définition précise parce qu'elle a un avance d'objet d'étude. Et donc, chacun peut définir la philosophie d'après lui-même. Une petite précision par rapport à ça, hein. Je comprends vos soucis, je précise. La philosophie n'a pas une seule définition. Et quand je dis qu'elle n'a pas une seule définition, j'entends par là, il n'y a pas une seule définition qui a été donnée et acceptée par tout le monde. En revanche, la philosophie, elle a des définitions. Et quand je dis elle a des définitions, j'entends par là que chaque philosophe, chaque courant définit la philosophie par rapport à sa perception du réel, par rapport à son interaction ou à son rapport avec le réel, par rapport à sa manière de voir les choses, d'où la pluralité des systèmes, d'où la pluralité des courants philosophiques. Donc, on définit la philosophie selon notre entendement, selon notre perception. Cette manière de voir les choses est ce que nous appelons philosophie. Donc, voilà pourquoi souvent, même dans la vie courante, vous dites, c'est ma philosophie. Est-ce que vous êtes satisfait de la réponse? Oui, Je peux continuer ou... oui, merci. Oui, oui. Ah, Ndeawa, vous avez toujours une question. Non, non, merci. Ah, d'accord. Maintenant, je disais que la pluralité des systèmes philosophiques est liée à la complexité du réel. Et pour comprendre ce réel, plusieurs courants vont voir le jour. Vous avez l'un des courants appelés les présocratiques. Les présocratiques, avant même ces présocratiques, vous savez bel et bien qu'il y avait une autre approche qui était là, qu'on appelait le mythe. Le mythe était une approche à partir de laquelle on expliquait aussi l'univers, on expliquait aussi le réel avec les dieux. Et donc,
hormis l'avènement du mythe, il y a ce qu'on appelle les présocratiques. C'est un courant de pensée, c'est un système de pensée philosophique. Alors, qu'est-ce que ces derniers nous disent? Pour les présocratiques, à l'instar de Thalès, de Pythagore, d'Anaximandre, pour ces gens, pour comprendre la réalité, pour comprendre les phénomènes, pour comprendre les faits ou la nature ou l'univers, il faut saisir ce qu'ils nomment le principe premier. Le principe premier. Et donc, tout l'avènement des présocratiques tournait autour de la compréhension du principe premier. Pour eux, que ce soit les phénomènes physiques ou encore célestes, vous ne saurez les connaître, vous ne saurez les comprendre si vous ne saisissez pas leur principe premier ou leur principe premier, ce qu'ils appellent l'arché. Et donc, pour eux, encore une fois, la compréhension du réel doit obligatoirement passer par la compréhension du premier principe. Et ce premier principe varie d'un présocratique à un autre. Et j'aimerais mesurer votre connaissance par rapport à ça, ce que vous avez retenu en classe. Quels sont les principes premiers que vous connaissez à partir des présocratiques qu'on vous a évoqués en classe? Oui, Maimouna Diallo, je vous écoute. Pour les principes premiers, on peut dire que c'est la terre, le feu, Mhm, terre, feu, mhm. eau, C'est déjà bien. Le ciel. Et, on laisse d'abord qui d'autre vous répondre? Abdou Karim Kamara, oui? On peut retenir Oui? l'eau, Oui? l'infini, Mhm. la feu, Oui, le feu, c'est ça? l'air, L'air, oui. terre. La terre. OK. Maintenant, j'ai une question encore. Puisque vous avez parlé du feu, de l'air, de l'eau, de l'infini, alors, qui a parlé de l'eau? Et qui a parlé du feu? Qui a parlé de la terre et de l'infini? Vous me citez un principe en l'associant avec le nom d'un présocratique. Top, c'est l'eau. parti. Adama Baldé, nous vous écoutons. Thalès, c'est Thalès, eau, Thalès, c'est l'eau, hein? oui. Qui est d'accord avec Adama Baldé? Moi. Ouais. Anaximandre, infini. Non, doucement, Thalès, l'eau. OK. Maintenant, je viens à Fatou Biliyat. Euh, Feu. Le feu. Oui, le feu, c'est qui? Héraclite. Héraclite, merci. Qui est d'accord avec elle? Héraclite, le? Le feu. Ouais, Héraclite, le feu. Merci. Qui d'autre vous parlez encore? Je vois Mamdiara. Il y a Mamdiara Sonko. Oui, d'accord. Galombo. L'air, Anaximan. Anek, Anaximan. Anaximen, qui est d'accord avec lui? Moi. D'accord, Anaximen. Anaximen, l'air, hein? Oui, On est d'accord. oui. D'accord. Et qui d'autre? Moi. Oui, Eau, air, feu et terre. oui. Maintenant, la terre, qui l'a dit? Maimouna Diallo. Anaximan. La terre, Anaxi? c'est pas Anaximandre. Ah, maintenant, voilà, maintenant nous vous écoutons. Le débat est ouvert. La terre, c'est qui? Ambeddosh. Hein? Je ne peux pas prononcer le. Oui, les autres. C'est Anaximandre qui a dit l'infini. Anaximandre. Qui Oui, a dit l'infini. l'infini. On est d'accord avec elle? Oui. Anaximandre. Et Anaximène qui a dit Mu ne l'air. Anaximen qui a Anaximandre, dit d'abord, l'infini. doucement. Anaximandre, l'infini. L'infini, oui. Oui, maintenant la terre. Anaximène, l'air. On y Monsieur, va doucement. La terre, c'est pour qui? C'est Empédos. La terre, Empédocle. Oui. Qui est d'accord avec elle? Moi. Et qui monsieur, d'autre? moi je ne suis pas d'accord. Anaximen. Oui. L'infini, c'est Anaximen? Non, non, j'ai dit Non. Empédos. Non, Terre. Anaximandre, doucement. On va aller petit à petit. Je vous écoute. Mme Diarra Sonko. Oui. Oui. C'est Vous avez dit quoi? Anaximandre qui a dit Anaximandre. l'infini. Oui. Oui, Et ça, on l'a noté. oui. Et Maintenant, je parle de la Anaximène, terre. l'air.
Oui, je parle de la Terre maintenant. La Terre, c'est Emmados. Hein? La Terre, c'est Empédocle. Ampé, Empédocle. 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 Empé, Empédocle. Oui. Voilà. Maintenant, vous voyez que ce n'est pas du tout compliqué. Et donc, nous allons retenir ceci. Pour les présocratiques, pour comprendre le réel, pour comprendre la nature, pour comprendre les faits et phénomènes, il faut obligatoirement saisir le principe premier. Et ce principe premier, comme nous venons de le voir, varie d'un présocratique à un autre. On a l'air, on a le feu, on a l'eau, on a l'infini, mais également on a le nombre. Avec qui? Le nombre. On a le nombre avec Pythagore. Pythagore de Savance. Et donc, vous voyez? Et donc, en résumé, c'est ça. Nous avons Pythagore, nous avons Empédocle, Anaximandre, Anaximène, on a Thalès, donc on a Anaximène. Ce sont des présocratiques et chaque présocratique avance un principe premier selon lui. C'est ce principe premier-là qui serait à l'origine des choses, qui serait à l'origine des faits ou phénomènes. Donc, hormis les présocratiques, euh, hormis Abdou Karim Kamara, oui, vous avez une question. Abdou Karim? Abdou Karim Kamara. Abdou Karim, on passe après, nous allons revenir sur vous si vous avez des questions à poser encore. J'ai une question. Oui, nous vous écoutons. Le réel, d'où vient le réel du jour au lendemain? Nous dormons et se lever, le réel va venir. Ou bien, le réel vient d'où, quoi? Moi, j'aime bien votre audace. J'aime bien votre audace parce que vous posez des questions qui sont essentielles et ça me fait plaisir. L'essentiel, en fait, ce n'est pas la langue en tant que telle, mais l'idée que vous véhiculez. Et je vous dis mention, je vais tout faire pour vous répondre et de vous satisfaire. Et c'est ça le but même de cette structure, de cette école, Takana Academy. C'est dans ce contexte-là, pour au moins permettre aux élèves de s'exprimer, voilà, d'étaler leurs idées et échanger avec les autres. Donc, quand vous parlez de l'origine du réel, j'aimerais vous préciser ceci. Et retenez bien cette réponse, même si elle n'est pas unanime. Avant que nous naissions, avant que nous venions sur Terre en tant qu'humains, l'univers a déjà existé. Et quand on est venu soudain, on a posé nos yeux sur la voûte céleste, sur l'univers, la lumière qui scintille partout, les étoiles, les novas, ainsi de suite. Bref, l'homme a posé ses yeux sur tous ces phénomènes. Et donc, c'est là qu'il a commencé à s'intéresser, à s'étonner. C'est là qu'il a commencé à éprouver ce sentiment d'émerveillement par rapport à cette harmonie, par rapport à cet univers. Et donc, le réel, si c'est du point de vue extérieur, dans le sens de l'univers, a été là bien avant nous. Mais l'homme aussi est un réel. Parce que l'homme aussi fait partie de l'univers, est un élément de l'univers. Donc, le réel, du point de vue de l'univers, a existé bien avant l'homme, mais l'homme aussi est un réel parce qu'il fait l'objet d'études. Donc, quand je dis réel, il ne faut pas vous perdre. Je fais allusion à tout ce qui existe. Adama Balde. Oui. Je veux poser une question. Oui, Adama Balde, nous vous écoutons. La philosophie est un système qui vise la totalité. La philosophie est-elle un système qui vise la totalité? La totalité. Oui. Oui, j'aimerais vous répondre même en faisant recours à Aristote, pour qui la philosophie, c'est une réflexion sur la totalité du réel. Donc, c'est un système qui pense le réel dans sa globalité. Le philosophe n'a pas à se spécialiser comme un scientifique, comme un biologiste, par exemple, ou un physicien. Le philosophe est celui qui réfléchit sur tout. Voilà pourquoi Aristote définit la philosophie dans son livre intitulé La métaphysique comme étant la recherche de la totalité du savoir dans la mesure du possible. Et donc, Aristote a très bien répondu à cette question dans son livre intitulé, vous retenez bien le titre de l'ouvrage, La métaphysique. Ok. Ça vous va? Oui, merci. Alors, revenons maintenant à Adama Balde, puis à Fatou Ndiaye. Adama, nous vous écoutons. C'est ma question, c'est terminé.
Ah, ok. Youssou Sarr, avez-vous une question? Oui, j'ai une question. J'ai pas une question, mais bon, je veux participer juste. Ah, merci, au moins ça nous fait plaisir. Bon, moi, j'avais assisté dans un cours au niveau du lycée Seydina Limamou Laye. Oui, Le professeur disait que l'objet d'étude de la philosophie est le tout. et le? Tout nous rend tout, le tout, T-O-U-T. Oui. Et tout nous renvoie à la réelle. Euh, Mhm, c'est là où il y a différence entre la philosophie et les autres sciences, mhm, comme comme la science se limite à des vérités abstraites, mhm, à des vérités concrètes, mais mhm. la philosophie ne se limite pas à des vérités concrètes, mais aussi euh, elle est euh, aussi à la recherche des vérités abstraites, bon, comme la mort, l'âme, l'existence de l'âme et tout Mhm. ça. Bon, Ah ouais. pouvez-vous me les écrire, s'il vous plaît? D'accord. Je vais d'abord circonscrire votre question, hein. Votre question traite la problématique de l'objet d'étude de la philosophie. À la question, quel est l'objet d'étude de la philosophie? Il faut comprendre que la philosophie s'intéresse à tout, s'intéresse au réel, à la réalité dans sa généralité, dans sa globalité. Autrement dit, tous les domaines intéressent le philosophe. Il réfléchit sur la science, il réfléchit sur la religion, il réfléchit sur le mythe, il réfléchit sur la magie, sur la mystique. Bref, le philosophe est cette personne-là qui réfléchit à toute forme de connaissance sans exception. Voilà pourquoi, dans l'Antiquité, ils sont appelés, vous retenez bien ce concept, qui résume tout ce que nous venons de dire, ils sont appelés des polymathes. Polymathe. Et quand je dis polymathe, c'est quelqu'un qui s'intéresse à toute forme de connaissance. Le philosophe était à la fois le chimiste, il était à la fois le mathématicien, le biologiste, le physicien, le géomètre, ainsi de suite. C'est l'exemple de Newton, par exemple, qui a même écrit un ouvrage à l'époque intitulé Les Principia de la philosophie naturelle. C'est l'exemple d'Einstein, c'est l'exemple de Cheikh Anta Diop, qui a assimilé presque toutes les formes de connaissance, ou Aristote. Aristote a fait une classification. C'est d'ailleurs même lui qui a fait la classification des sciences. Et donc, le philosophe est celui qui s'intéresse à toute forme de connaissance. Donc, à l'époque, les savants étaient tous appelés philosophes. C'est à partir du 17 et 18e siècle que nous allons procéder à ce que nous appelons la spécialisation. Donc, avant le 17 et le 18e siècle, il n'y avait pas de spécialisation. Toutes les sciences s'entremêlaient, toutes les sciences constituaient ce qu'on appelle la philosophie. D'où l'expression la philosophie comme étant la mère de toutes les sciences. Autrement dit, toutes les sciences particulières se renfermaient dans la philosophie. Et c'est toute la pertinence de la définition de Descartes. Quand il définit la philosophie, je vous écoute. Qui peut terminer la définition? Qui se souvient de la définition de Descartes de la philosophie? Awa, oui, d'accord. Descartes qui définit la philosophie comme un arbre. Et je pense que ces définitions, vous vous souvenez de ça. On vous a parlé de cette définition en classe. La philosophie est définie comme un arbre. Oui, Donc, Fatou Ndiaye, oui. la philosophie se définit comme un arbre si les Mhm. racines correspondent à la métaphysique Uh-huh. et le tronc à la Mhm. physique, Ouais. tandis que les branches se situent en toi, la médecine, Mhm. la mécanique et la morale. Merci beaucoup. Cette définition de Descartes résume bien le sens que l'on conférait, que l'on donnait, que l'on attribuait à la philosophie à l'époque. Elle était considérée comme la mère de toutes les sciences. C'est comme une maman qui a dans son ventre, c'est une analogie pour mieux comprendre, prenez la philosophie comme une maman. Et dans le ventre de cette maman se trouvent plusieurs enfants. Et donc, ces enfants constituent les différentes branches, les différentes sciences. La maman, en tant que telle, elle doit être saisie comme la philosophie. Donc, c'est la maman qui porte ces enfants-là. Mais à partir du 17e, 18e siècle, que nous allons assimiler ou coïncider au 9e mois de sa grossesse, il y aura ce qu'on appelle un éclatement, accouchement. Et les enfants vont essayer de prendre leur liberté à partir de 18 ans. C'est la même chose aussi avec la philosophie. À partir du 17e, 18e siècle,
les autres sciences aussi vont réclamer leur autonomie, vont réclamer leur autorité, leur liberté, comme nous le faisons avec nos mamans. À partir de 18 ans, nous disons, écoutez, maman, nous avons grandi maintenant, nous voulons notre liberté et nous voulons maintenant penser par nous-mêmes. Nous sommes assez majeurs. C'est la même chose aussi avec la philosophie. Est-ce que cette métaphore et cette analogie vous va bien? Vous comprenez maintenant? Fatou Ndiaye, oui? Oui, oui, on comprend. Oui. Fatou Donc, Ndiaye, vous avez une question? oui, en fait, Allez, je semble avoir entendu au cours de, euh, explication. de votre explication plutôt, Oui. que vous avez dit que, en fait, nous naissons et, en fait, nous naissons et nous voyons le monde. Nous naissons et nous? Nous naissons et nous arrivons directement au monde. Je sais pas ce que vous avez dit, mais vous avez dit que, en fait, le monde, nous avons trouvé ici le monde. Mhm. Et selon Aristote, alors Oui. pourquoi Aristote, il dit que le monde, il n'a pas de commencement, n'a pas de fin, et donc il n'y a pas de monde. Pourquoi Aristote dit que le monde Le monde n'a pas de commencement ni de fin. n'a pas de commencement ni de fin? Alors, je vais préciser votre question, hein. Votre question, peut-être la question de l'origine de l'univers ou encore du monde. C'est bien cela, hein? Ouais. D'accord. Et je voudrais vous dire ceci. À cette question, il y a plusieurs thèses. Plusieurs thèses ont été avancées. Il y a ce qu'on appelle la théorie de l'état stationnaire. C'est ça qui correspond à la thèse d'Aristote. Qu'est-ce que nous dit cette théorie? Ou que nous dit cette théorie? La théorie de l'état stationnaire nous dit que l'univers n'a jamais eu de commencement, n'a jamais changé et ne va jamais changer. Il restera comme ça tel qu'il est. Et donc, ça, c'est une thèse que nous appelons la théorie de l'état stationnaire. Autrement dit, l'univers est stagné, l'univers est immobile. L'univers n'a jamais eu de commencement, ne changera jamais et ne va jamais évoluer. Il restera tel qu'il est. C'est ça qu'on appelle la théorie de l'état stationnaire. Et cette thèse a été soutenue par Aristote. Et il y a une autre théorie qu'on appelle la théorie du Big Bang. Pour cette théorie, l'univers a eu un commencement. Et c'est cette théorie-là qui correspond aussi à la thèse religieuse. Dans les religions révélées, effectivement, l'univers a un créateur, c'est-à-dire a un commencement. Il y a aussi d'autres modèles, hein, d'autres modèles cosmologiques qui ont été avancés par rapport à l'origine de l'univers. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que jusqu'à présent, il y a des théories qui se frottent. Et la théorie qui est en tout cas acceptée pour l'instant, confirmée par l'expérience, c'est la théorie du Big Bang, c'est-à-dire la théorie selon laquelle l'univers a un créateur, l'univers a une fois commencé. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Alors, on peut continuer maintenant ou il y a toujours des questions? Je disais tout à l'heure, on avance un peu, je disais tout à l'heure que les présocratiques constituent un courant de pensée qui cherche à comprendre le phénomène. Et pour eux, pour comprendre ce phénomène, il faut saisir son principe premier. Et je vous ai dit que ce principe premier varie d'un présocratique à un présocratique. Voilà pourquoi vous avez la terre, l'eau, l'infini, le nombre, ainsi de suite, et le feu. Maintenant, en dehors des, comment dirais-je, des systèmes comment, des présocratiques, il y a aussi un autre courant de pensée que nous appelons l'idéalisme. L'idéalisme est aussi un courant. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez partager aussi le lien? Parce qu'il y a vos amis qui nous demandent le lien. Est-ce que vous pouvez partager ça à vos amis aussi en même temps? Merci beaucoup. Faites-le moi. Faites-le pour moi. Alors, il y a un autre courant qu'on appelle l'idéalisme. L'idéalisme est un courant philosophique. Et qui peut nous définir l'idéalisme? Parce que là, j'ai confiance en vous, vu votre participation. Qui peut nous définir l'idéalisme, s'il vous plaît? Quelqu'un peut nous définir l'idéalisme? Alors, d'après ce courant de pensée, pour comprendre le réel, pour comprendre le phénomène, il faut saisir l'idée. Il faut saisir l'idée. L'idée est la base de tout. C'est l'idée. Oui, Ndei Awagay, vous avez une question? Ndei Awagay? J'ai dit, Uh-huh. pour l'idéalisme. Oui.
On peut dire que c'est un courant philosophique qui affirme la réalité est fondamentalement liée à l'esprit ou aux idées. Il s'oppose aux matérialistes qui considèrent que la réalité est avant tout matérielle. Bon, on reste d'abord sur l'idéalisme. Hein? Allez-y doucement pour que vos camarades aussi puissent vous entendre. On reprend. Oui, l'idéalisme. L'idéalisme. Oui. Elle peut être définie comme un courant philosophique qui affirme que la réalité est fondamentalement liée à l'esprit ou aux idées. Merci. La définition, elle est bien. On va juste se reformuler. Hein? On va juste reformuler. Oui, Fatou Ndiaye, vous avez aussi notre réponse? Oui, pour certains philosophes, c'est l'idée qui prime. Merci beaucoup. Le dire signifie qu'il y a un être qui serait à l'origine des choses par la pensée ou l'idée. Ah, merci pour votre contribution. Ça me fait chaud au cœur, hein? C'est déjà bien. Et donc, je vais tenir compte de vos deux réponses et puis on va formuler, hein? Donc, l'idéalisme est un courant philosophique qui affirme que c'est l'idée qui est à l'origine de tout. Autrement dit, la réalité, le réel, se définit avant tout par l'idée, par l'essence. Et donc, pour l'idéalisme, la compréhension du réel passe par la saisie de l'idée, car c'est l'idée qui est à la base de tout. Alors, j'ai une autre question à vous poser. Quel philosophe peut-on classer dans ce courant? Quel philosophe prône l'idéalisme? Oui, Fatou Ndiaye, il y a Ndeye Awa Gueye, il y a Abdou Karim Kamara. Il y a Hegel. Hegel. Monsieur Platon. Platon. Oui, qui d'autre? Kant. Emmanuel Kant. Après, on verra. Il y a d'autres réponses encore? Parmenide. 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 Deleuze. Parmenide. Vous voulez parler de Parmenide? Oui, c'est un idéaliste. D'accord. Georges Berkeley. Comment? Georges Berkeley. Berkeley. D'accord. Maintenant, on va classer. Je prends l'exemple de Platon. Platon, j'écris Platon. Quand on parle de l'idéalisme, souvent on pense à Platon. C'est l'un des pionniers de l'idéalisme. Et quand je parle de Platon, en même temps, je fais allusion aussi à Socrate. Vous avez parlé de tant de philosophes. Maintenant, nous allons préciser. Platon est un idéaliste. Pour lui, l'idée est la substance de toute chose. L'idée est à l'origine de tout. Autrement dit, à la question comment chercher la vérité du réel, pour Platon, nous allons dire que pour saisir la vérité du réel, il faudra saisir l'idée. Et cette idée, Platon la distingue de ce qu'il appelle le sensible. C'est Platon, il faut distinguer l'idée du sensible. Comment il définit l'idée? Platon définit l'idée comme quelque chose d'atemporel, quelque chose qui ne change pas, quelque chose qui est immobile, qui n'est pas du tout éphémère et qui ne subit pas de corruption. L'idée, elle est éternelle. Quand tout se perd, la seule chose qui reste, c'est l'idée. Quand tout s'affaisse, la seule chose qui reste, c'est l'idée. Et donc, l'idée seule demeure. Et c'est cette idée-là que Platon considère comme étant la vérité. Et vérité, c'est Platon, ce qui ne change pas, ce qui est atemporel et qui ne subit pas de corruption et de la génération. Mais par contre, le sensible, c'est tout le contraire de l'idée. Et puisque j'ai défini l'idée, alors je vous laisse définir le sensible. Qu'est-ce que le sensible? Si c'est l'opposé de l'idée. Je vous écoute. Qu'est-ce que le sensible? Comment Platon considère le sensible ou encore le monde sensible? Le monde des sens. Oui. Comment se caractérise ce monde des sens? Bon. Le monde des sociétés, des fausses opinions. Oui, l'opinion, comment se matérialise encore le monde sensible? D'autres réponses? Désigner tout ce qui peut être perçu par le sens. Oui, j'ai dit, quelle est la nature maintenant du monde sensible? Platon dit que le monde intelligible est le monde des idées, c'est le monde qui ne change pas, qui ne subit aucune corruption. Et ce monde est l'opposé du monde sensible. Alors, comment allons-nous définir le monde sensible? Oui, Fatou, Biliyad.
Platon, le monde sensible est perçu comme changeant et imparfait, tandis que le monde intelligible est stable et véritablement réel. C'est la chose du monde la mieux Merci. partagée. Je laisse aussi Nde Awagay répondre. Platon considère le monde sensible comme une réalité inférieure et illusoire par rapport au monde des idées. Pour lui, le D'accord. monde sensible est changeant, imparfait et Mhm. soumis à l'opinion, tandis que Da- le monde des idées est immuable, parfait et accessible par la raison. Moussa, Merci beaucoup. Oui, je peux répondre. oui, je vous écoute. Platon considère le sensible comme une réalité, changeante, imparfaite et trompeuse. Merci beaucoup pour vos contributions. Alors, nous allons reformuler hein, ensemble. Mamdiara Bousso, vous avez aussi une question? Je voulais juste répondre par rapport à votre question du... Allez-y. Ah, je voulais juste dire que le monde sensible, en fait, se caractérise par le temps, ce qui est réel, en fait. Il ne change pas non plus. Le monde intelligible. Le monde sensible, Oui, le monde sensible, non? il ne change pas. Ah, bon, qui est d'accord avec elle? Monsieur, Oui. nous pouvons dire aussi que Platon considère le monde sensible comme le monde des évidences, des apparences au tout, Mhm. et embarque dans un éternel devenir. Et Ouais. embarque dans un éternel devenir. Très bien. Patunja aussi, vous voulez participer? Vous avez une question? Oui, oui, j'ai entendu avant dire que le sensible Mhm. euh, ne change pas. Alors Mhm. là, Hegel dira que le sensible entraîne le changement de l'idée. C'est pour Donc, cela. d'accord, on reste sur Platon. Platon dit quoi? Il qualifie comment le sensible? Et il qualifie le sensible comme quelque chose qui entraîne le changement de l'idée. D'accord, merci beaucoup. Aminata Fall, oui, vous avez une question aussi? Aminata, nous vous écoutons? D'accord, maintenant je vais résumer tout ce que vous venez de donner comme réponse. Retenez bien ceci. Nous dirons ensemble que, avec Platon, le monde intelligible est un monde qui se caractérise par son immuabilité. C'est un monde qui ne change pas. C'est un monde incorruptible. C'est un monde qui ne subit pas de la génération et de la corruption. C'est un monde éternel. L'idée ne change pas. L'idée reste éternelle. L'idée ne subit aucune corruption ni évanescence. Mais par contre, le monde sensible, selon Platon, est un monde qui change. C'est un monde éphémère. C'est un monde qui subit de la corruption et de la génération. Voilà ce qu'il y a lieu de retenir entre ces deux mondes. Et Platon nous dit, s'il faut chercher la vérité, c'est dans le monde intelligible et, dans le monde, et non dans le monde sensible. Parce que c'est dans le monde intelligible que tout reste éternel. Est-ce que ça va? Oui. Merci beaucoup. Mais maintenant, l'autre question que j'ai envie de vous poser, si Platon pense que la vérité se trouve dans le monde intelligible, alors comment chercher cette connaissance? Qu'est-ce que Platon dit par rapport à ça? Comment chercher la vérité dans le monde intelligible? Platon nous dit quoi? Monsieur, Oui? Platon voit le monde intelligible comme le monde des essences pures et des réalités humiliables. L'école de, Oui. l'école de philosophie de Mhm. Platon s'appelait l'Académie. Ok, maintenant j'ai dit, puisque Platon dit que la vérité se trouve dans le monde intelligible, alors qu'est-ce qu'il a proposé comme méthode pour chercher cette vérité-là? La réminiscence. La réminiscence. Merci. Pour Platon, la vérité se trouve dans le monde intelligible. Et s'il faut chercher cette vérité, il faut juste se souvenir. Parce que pour lui, nous savons déjà tout avant même qu'on ne vienne dans le monde. Mais puisqu'on a traversé le fleuve de l'oubli, alors nous avons tout oublié. Et donc, pour obtenir cette connaissance, il suffit juste de se rappeler, il suffit juste de se remémorer. D'où la réminiscence. Donc la réminiscence, j'entends par là, la réminiscence, c'est le fait de se souvenir de ce que l'esprit de notre âme avait déjà contemplé dans le monde intelligible. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est Platon. Pour trouver la vérité,
Il faut se souvenir, pour trouver la vérité, il faut se rappeler de ce que nous savons déjà. Et quand je dis de ce que nous savons, je fais allusion à l'âme. L'âme doit tendre dans le monde intelligible et contempler la vérité. Et pour cela, il va falloir qu'elle se délose, qu'elle se libère du corps. Voilà pourquoi Platon parle de purification dans son livre intitulé Le Phédon. La purification, qu'est-ce que c'est? La purification, c'est le processus à partir duquel l'âme se libère, se délose du corps pour contempler la vérité dans le monde intelligible. Et cette libération passe encore une fois par la purification. Et donc l'âme doit se souvenir de ce qu'elle sait déjà. Est-ce que ça va jusqu'ici? Oui. D'accord. Maintenant, il y a un autre courant. On retient avec l'idéalisme, c'est l'idée qu'il faut saisir pour comprendre la réalité. La vérité n'est rien d'autre que l'idée. En dehors maintenant des idéalistes, il y a un autre courant. Et ce courant est appelé l'empirisme. Il y a les empiristes qui ont aussi une autre manière de comprendre le réel, qui ont aussi une autre manière d'expliquer le réel. Et je pose la même question, qu'appelle-t-on empirisme? Est-ce que quelqu'un a la réponse? Que faut-il entendre par empirisme? Monsieur, Oui, c'est la connaissance qui déroule de l'expérience. de l'expérience. Oui, Omugay? Oui, oui, c'est Oumoul. Oui, vous dites que C'est la connaissance qui déroule de l'expérience. de l'expérience. Merci, Oumou. On va reformuler. C'est la L'empirisme, connaissance. C'est la oui, connaissance qui déroule de l'expérience. de l'expérience. Très bien. Oui, L'empirisme est un courant philosophique qui stipule, qui affirme que toute connaissance découle de l'expérience sensible. oui, oui. Et donc, pour eux, l'expérience doit être le fondement de De la vérité de la vérité ou de la connaissance. ou de la connaissance, oui. Ouais, c'est l'expérience qui est le fondement de toute connaissance. Merci beaucoup. L'expérience est le fondement de toute connaissance. Qu'est-ce que cela signifie? Il ne s'agit pas juste de réciter. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie, avec les empiristes, que les idéalistes ont eu tort. Pour les empiristes, on ne savait pas tout. L'esprit ne savait pas tout. Et donc, la connaissance ne signifie pas se rappeler. La connaissance n'est pas de la réminiscence, la connaissance n'est pas un rappel. Puisque avant que nous naissions, notre esprit, je l'ai dit comme John Locke, la film, était vide, était vierge. Ce qu'il appelle tabula rasa. L'esprit était vierge. Il ne savait absolument rien. Et donc, c'est à partir de l'expérience que l'esprit a commencé à noter quelque chose. C'est tout ce que nous savons, finalement, est obtenu, nous le savons grâce à l'expérience. Voilà pourquoi. Oui, Ndei Awage, vous avez une question? Oui, monsieur. Oui, je vous écoute. Donc, c'est à partir de ce que vous avez dit qu'on passe au mouvement de destruction et de reconstruction. Là, vous êtes en train de retracer l'évolution même de la philosophie. C'est-à-dire un travail de déconstruction et de construction. Quand on regarde le mouvement des systèmes de pensée, les idéalistes s'attaquent aux présocratiques, les empiristes s'attaquent aux idéalistes. Oui, à ce niveau, vous avez parfaitement raison. Chaque système va essayer de déconstruire le système de l'autre et bâtir son propre système. À ce niveau, vous avez parfaitement raison. Est-ce que ça va, Omigé? Oui, D'accord. Alors, je disais que c'est les empiristes, ce n'est pas l'idée. L'esprit ne savait pas tout. Et donc, s'il faut parler de connaissance, nous connaissons le réel, nous connaissons la vérité à partir de l'expérience. Un exemple. Aujourd'hui, vous avez mangé. Vrai ou faux? oui. Et qu'est-ce que vous avez mangé comme plat du jour? Yassa, Yassa, merci. Et comment a été votre yassa d'aujourd'hui? c'était bon. C'était bon. Et comment vous savez que c'était bon? Parce que le goût, Le goût. Et à partir de quoi vous avez senti le goût? à partir de quoi? Oui. De Quel ma moyen langue, vous a permis de sentir le goût?
La langue, La langue. oui. Le C'est-à-dire, goûter. ça passe par la bouche d'abord, la langue. Ce qu'on Oui, appelle ici oui. le goûter. Le goûter, oui. Et donc, le goûter, pour les emprises, est un organe qui nous permet de savoir, de connaître le réel, d'obtenir une information sur le réel. Oui. Et si on vous dit que c'est faux, que comment dirais-je, que le yassa n'était pas du tout bon, est-ce que vous serez d'accord? Non. Parce que vous êtes convaincu que c'est ça que vous avez goûté, non? Oui. Et c'est Alors, bon le aussi. goûter est un organe de sens qui permet d'obtenir une information sur le réel. Voilà pourquoi ils Oui. disent que pour connaître, il faut se référer à l'expérience, c'est-à-dire il faut se référer à nos sens. Ce sont nos Oui. sens qui sont des médiums, des moyens à partir desquels nous pouvons recueillir des informations à propos du réel. Et donc, tout ce que nous Oui. savons du réel, c'est grâce à l'expérience, c'est grâce à ces sens-là. Voilà pourquoi on parle d'empirisme. Dans l'empirisme, vous avez le substantif empirie. Empirie qui signifie sens, empirie qui nous renvoie à l'expérience. Oui. Et en parlant de l'empirisme, quel philosophe peut-on citer comme un exemple de l'empirisme? Quel philosophe connaissez-vous et que nous pouvons John Locke. nommer empiriste? John Monsieur Locke. Ptolémée. John Locke, oui. Ousmane Anne? Ptolémée. John Locke. Oui, vous avez John Locke. Vous avez qui encore? Monsieur Hume. Oui. Ptolémée. Ptolémée. Oui. Ouais, Ptolémée, c'est un empiriste. Monsieur. Il y a Djibril Sow. Djibril, oui. Monsieur. Djibril Sow, nous vous écoutons. Grégoriev. Qui? Grégoriev. Fatou Beliad aussi. Il y a Seydina Boufal qui veut parler, oui. Georges Bekele. Berkeley. D'accord. Vous avez un philosophe. Souvent, quand on assimile plus à l'empirisme, ils sont nombreux. John Locke, oui, effectivement, en fait partie. Newton, oui, c'est un empiriste. Ptolémée, effectivement, c'est un empiriste. Mais vous avez un philosophe du nom de David Hume. Oui, David Hume. David Hume. Hume est un empiriste. Pour lui, toute connaissance découle de l'expérience. Et je reprends la fameuse formule de John Locke. Pour lui, toute connaissance, retenez bien cette formule de John Locke, retenez bien, toute connaissance commence par l'expérience et se termine par l'expérience. Je reprends, toute connaissance commence par l'expérience et se termine par l'expérience. Qu'est-ce que cela signifie? Pour John Locke, il n'y a pas un autre moyen, il n'y a pas une autre source à partir de laquelle nous pouvons connaître le réel. La seule source qui existe, le seul moyen médium qui existe pour connaître le réel n'est rien d'autre que l'expérience. Tout ce que nous connaissons est obtenu grâce ou via l'expérience. Et donc, l'esprit, avant qu'il l'expérimente, ne savait absolument rien. Il était vide, vierge. Et donc, tout ce qu'il sait, c'est grâce à l'expérience. C'est à partir de cette expérience-là que nous pouvons effectivement parler de connaissance ou de vérité. Voilà ce qu'il y a lieu de dire en ce qui concerne les empiristes. Et parmi ces empiristes, vous avez John Locke, vous avez aussi David Hume dans son livre intitulé Enquête sur l'entendement. C'est là où il expose sa théorie de la connaissance et à la question d'où vient la connaissance ou comment connaissons-nous le réel. Pour lui, c'est à partir de l'expérience que nous arrivons à entrer en contact avec le réel et plus précisément l'observation. Voilà pourquoi l'observation est devenue la base empirique, le fondement même de l'empirisme. Et donc, l'empirisme s'oppose à l'idée idéaliste consistant à dire que la connaissance découle de l'esprit, l'esprit savait tout, et donc ce qu'il a à faire, c'est juste de se rappeler ou de se souvenir. Il y a aussi un autre courant qui va remettre en cause l'empirisme. Et ce courant est appelé le rationalisme. Rationalisme. Alors, qui va nous définir le rationalisme? Le rationalisme, qu'est-ce que c'est?
La rumeur. Seynabou Fall? Oui? Seynabou, nous vous écoutons. Seynabou, oui, nous vous écoutons. Qu'est-ce que le rationalisme? D'accord, nous allons revenir sur vous après. Oui, Khadija? Khadi? D'accord, je continue après, je vais revenir sur vous. On peut dire que c'est une doctrine philosophique qui met en exergue la raison. La raison, c'est déjà bien. L'élément qui m'intéresse le plus, c'est le concept de raison. C'est déjà bien. Qui d'autre? Oui, Ndeye Awagi? Le rationalisme, Oui. c'est une doctrine selon laquelle la raison est la source principale de la connaissance. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bravo, bravo, chers élèves. Je compte beaucoup sur vous. Et Maimouna Diallo, oui, nous vous écoutons aussi. Le rationalisme est un système de pensée philosophique qui Mhm. stipule que toute connaissance du réel est construite par la raison. D'accord, bravo. Là, je n'entends que de belles définitions. Seynabou Fall, et il y a Ndeye Awagi, oui. C'est la doctrine Mhm, qui pose les raisons discursives mhm. comme seule source possible de toute connaissance du monde. D'accord, Ndeye Awa. Maintenant, On peut aussi, il y a monsieur, Assoufaï, vous voulez parler? on, on peut aussi dire que le rationalisme valorise la raison comme outil privilégié pour accéder aux vérités profondes et universelles au-delà des apparences et des sensations. D'accord. En réalité, je n'avais même pas besoin de faire ce cours pour vous, mais peut-être que cette structure, encore une fois, je vous le rappelle, c'est Takana Academy, fait recours à cette formulation, à cet accompagnement. C'est-à-dire, le but de cette structure, et c'est effectivement, c'est de vous permettre de comprendre que vous avez la capacité de réfléchir par vous-même. Et c'est une preuve. Et je pense que cette structure a joué, comment dire, joue son rôle hein, dans sa plénitude. Vous avez la capacité de penser par vous-même. Et donc, ne doutez pas de vos compétences et confiance en vous. La preuve en est que toutes les réponses que vous venez d'avancer, elles sont bonnes. Mais maintenant, nous allons juste formuler, je vais juste formuler tout ce que vous venez de dire et en faire une définition. Alors, nous allons retenir ceci. On va retenir ceci. Le rationalisme est un courant ou un système de philosophique qui affirme que toute connaissance n'est possible que par le biais de la raison. Autrement dit, la raison est la faculté qui peut nous permettre de connaître le réel. Et donc, dans rationalisme, vous avez ce qu'on appelle raison comme substantif. Et donc, pour eux, la raison, c'est la faculté qui nous permet de connaître le réel, qui nous permet de distinguer le vrai du faux et le bien du mal. Donc, ça, c'est quelque chose vraiment à saluer de votre part, c'est-à-dire votre contribution. Et encore une fois, tout au long de l'année scolaire, rassurez-vous, cette structure académie, Takana Academy va vous accompagner pour régler effectivement ces besoins-là. Et donc, retenons ceci, le rationalisme est un courant philosophique qui stipule que la raison est le moyen par lequel nous arrivons à connaître la vérité, à comprendre le réel. Donc, la raison devient donc le fondement de toute connaissance. Comment ils caractérisent ou comment ils qualifient cette raison? Pour eux, la raison, elle peut tout connaître. Elle est infaillible. L'une des propriétés de la raison, c'est qu'elle est infaillible selon les rationalistes. Et quand je dis infaillible, j'entends par là que la raison a un pouvoir infini. Elle a un pouvoir qui peut lui permettre de connaître non seulement les phénomènes physiques, mais aussi de connaître les phénomènes métaphysiques comme Dieu, l'immortalité de l'âme, la liberté et le monde. Et donc, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontières que les rationalistes tracent pour la raison. La raison, elle est considérée, selon eux, comme une faculté qui peut tout connaître. Voilà pourquoi on parle de l'infaillibilisme. Et parmi ces rationalistes, quels sont ceux que vous connaissez? On a Descartes. Merci beaucoup. Descartes. Vous avez René Descartes. On a Platon. Pas trop Platon. Laissons Platon
en tant qu'idéaliste, mais prenons Descartes comme rationaliste. Et qui d'autre? On peut prendre Wolff et Leibniz. Merci beaucoup. Il y a Leibniz. Leibniz et Wolff. Donc, on peut se limiter à ces trois rationalistes qui soutiennent que la raison doit être le fondement de toute connaissance. Et donc, il y a une petite différence, hein? Il y a une petite différence, une petite nuance, si je peux me le permettre, entre les idéalistes et les rationalistes. Pour les rationalistes, encore une fois, la raison pour tout connaître, elle est infaillible, hein. Pour les idéalistes, nous savons des atouts. Et donc, il ne s'agit pas d'une construction de la connaissance, comme si on ne savait pas, mais il s'agit tout juste de se rappeler, de se souvenir de ce que nous savons déjà dans le monde intelligible. Mais par contre, pour les rationalistes, c'est à la raison de construire tout parce qu'elle a ce pouvoir, elle a vraiment cette particularité de se prononcer sur tout. Et donc, en résumé, voilà ce qu'il y a de retenir en ce qui concerne les rationalistes. Avant de continuer avec le criticisme, j'aimerais vous poser quelques questions pour mesurer votre compréhension par rapport aux rationalistes. Qui peut nous résumer vite fait le rationalisme? Maïmouna Diallo, oui. Ici, en gros, on peut dire que le rationalisme est un courant philosophique qui se base sur le réel. Avec le rationalisme, on peut distinguer le vrai du faux, le bien du mal. D'accord. Le rationalisme, je reprends, est un système de pensée philosophique qui se base sur la raison pour comprendre le réel. Ça va? Ça va? C'est vous? Oui, ça va. Oui, le rationalisme, vous notez bien, le rationalisme est un courant philosophique qui pense que pour comprendre le réel, il faut juste se référer à la raison. Autrement dit, la raison est le fondement et le moyen à partir duquel nous pouvons comprendre la réalité. Et donc, le pouvoir que les rationalistes confèrent à la raison est un pouvoir infini. Et le rationalisme, encore une fois, je le dis, est une critique par rapport à l'empirisme. Si l'empiriste pense que c'est l'expérience qui doit être à la base de toute connaissance, ou toute connaissance découle de l'expérience, pour les rationalistes, cette idée ne tient pas. Toute connaissance, par contre, n'est qu'une construction de la raison et non de l'expérience. Il n'y a pas une connaissance qui commence par l'expérience, mais la connaissance, elle est formulée, elle est obtenue par la raison. Et donc, le rationalisme est une critique vis-à-vis de l'empirisme, l'empirisme, une critique vis-à-vis de l'idéalisme, l'idéalisme, une critique vis-à-vis des présocratiques. Est-ce que vous voyez un peu le lien, la connexion? Oui. Alors, maintenant, si pour les empiristes, retenez bien ça, retenez bien, c'est ça qui va déterminer tout ce que nous allons dire après. Si les empiristes pensent que pour connaître le réel, il faut se baser sur l'expérience, et que les rationalistes de l'autre côté disent que pour connaître le réel, il faut se baser uniquement sur la raison, Oui. alors il y a un autre courant philosophique appelé le criticisme. Pour ce courant philosophique, oui, on peut partir de l'expérience, oui, on peut partir de la raison. Il ne s'agit pas d'exclure l'expérience et garder seule la raison ou d'exclure la raison et garder l'expérience. Non, pour le criticisme, pour comprendre le réel, il faut se référer à l'expérience, mais en même temps à la raison. Et donc, qu'est-ce qu'ils disent? Que la connaissance, effectivement, commence par l'expérience, mais se termine par la raison. Qu'est-ce que cela signifie? Quand je dis que la connaissance commence par l'expérience, pour eux, il n'y a pas une information du réel que nous pouvons obtenir et qui ne passe pas par l'expérience. Exemple, si aujourd'hui nous disons que tel téléphone est noir, ou bien si on dit que la voix de M. Sedi est forte, c'est parce qu'en amont, vous vous êtes basé par vos oreilles. Ce sont vos oreilles qui vous ont permis de savoir ou d'obtenir cette information. Mais sauf que cette information,
doit être diagnostiqué par la raison. La raison doit traiter, filtrer cette information pour savoir est-ce que réellement cette information elle est vraie ou pas. Est-ce que la couleur du téléphone est noire ou bleue. Et donc, pour vous dire ceci, d'après le criticisme, la connaissance nous est d'abord offerte par l'expérience et à partir de cette expérience, la raison intervient pour filtrer, pour faire ce travail de raffinement, pour diagnostiquer, pour distinguer cette information de toute autre information. Et donc, la raison est là pour se rendre compte, pour jouer le rôle de fiabilité, pour jouer le rôle de juge. C'est à la raison de décider au bout du compte si cette information elle est vraie ou pas. Et donc, en résumé, d'après le criticisme, la connaissance découle certes de l'expérience, mais se termine par la raison. Voilà ce qu'il y allait de comprendre un peu sur la définition du criticisme. Donc, le criticisme, comme son nom l'indique, vous avez le substantif critique. C'est une critique non seulement adressée par les empiristes, mais aussi par les rationalistes. Alors, Oumigué, vous avez une question? Monsieur? Oui. Donc, le criticisme, c'est donc une sorte d'examen, n'est-ce pas? Critique. C'est une sorte de... monsieur? Oui. Le criticisme, c'est donc une sorte d'examen critique, n'est-ce pas? Oui. Ok. Vis-à-vis, je dirais même plus loin que ça, est une sorte de synthèse. Oui. Non pas en restant fidèle à ces deux traditions, mais en apportant une touche. Maintenant, regardez bien ce que nous allons faire. On va résumer ça. Oui. Dans le criticisme, la connaissance, notez bien ça, notez bien, on note, la connaissance égale expérience plus raison. La connaissance égale expérience plus raison. Autrement dit, oui, Tamsir Malik Kébé, oui. Donc, le criticisme joue le rôle de médiateur. Le criticisme joue le rôle d'un médiateur. Est-ce qu'il ne pouvait pas jouer le rôle d'un médiateur? Effectivement, vous avez raison. Parce que d'un côté, vous avez l'expérience et de l'autre côté, vous avez la raison. Samsir. Oui. C'est bien ça. D'un côté, vous avez l'expérience et de l'autre côté, vous avez la raison. Et donc, Kant, à la base, il était un rationaliste dogmatique. Je précise ça aussi. Il était un rationaliste dogmatique. Autrement dit, il était comme Descartes, Leibniz et Wolff. Il pensait à la toute-puissance de la raison. Autrement dit, seule la raison, elle seule peut connaître. Elle peut tout connaître. Elle n'a pas besoin de l'expérience. Mais quand David Hume a fait une critique vis-à-vis de ses coéquipiers, en disant que même si on admet que l'expérience ou l'observation est à la base de toute science, toutefois, il faut savoir que cette observation même n'est pas aussi fiable que ça. Autrement dit, on ne peut pas se prononcer dans l'immédiat sur la véracité des choses. Les choses peuvent changer. Il donne l'exemple même du soleil. En étant enfant, on dit toujours le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. David Hume nous dit rien, si on procède ainsi, c'est lié à l'habitude. Mais rien ne nous prouve qu'un jour, le soleil ne va pas se lever à l'est et se coucher à l'ouest. Et d'ailleurs, la preuve en est que le soleil ne se lève ni ne se couche. C'est la Terre qui tourne autour du soleil, d'où la thèse héliocentrique. D'après cette thèse, dans héliocentrisme, vous avez hélios, qui signifie en français soleil. Dans cette tradition, c'est le soleil qui est le centre du système solaire. Et attention aussi, pas de l'univers, hein, du système solaire, parce que l'univers est plus vaste que ça, et que la Terre tourne autour du soleil. Et cette thèse est en opposition avec la thèse géocentrique telle que soutenue par Ptolémée. Tout à l'heure, quelqu'un avait parlé de Ptolémée. Ptolémée pensait que c'est la Terre qui était le centre du système solaire. Et le Soleil, tout comme les autres planètes, tournait autour de la Terre. Mais à partir du XVIe siècle, quand Copernic
avait avancé l'hypothèse selon laquelle que c'était le Soleil qui était le centre et que la Terre tournait, les gens n'y croyaient pas. En l'occurrence, les pères de l'Église. Et beaucoup, il y a même Giordano Bruno qui a été brûlé vif. Mais c'est à partir du 16e siècle, en 1619, que Galilée va confirmer les hypothèses de Copernic avec ses lunettes astronomiques inventées en 1619. Quand il a observé et comprendre que effectivement la Terre tournait autour du Soleil. Et donc, bref, pour David Hume, l'observation même n'est pas fiable, autrement dit l'expérience. Voilà pourquoi Kant lui a dit, tu m'as réveillé de mon sommeil dogmatique. Parce que quand je dis sommeil dogmatique, autrement dit, je ne savais pas que l'expérience jouait aussi un rôle important, un rôle crucial. Et c'est là que Kant accorde de la valeur, du crédit à l'expérience. Pour dire que, attention, ce n'est pas la raison seule qui connaît, mais il y a aussi l'apport de l'expérience. L'expérience joue un rôle fondamental dans la construction de la connaissance. Voilà pourquoi, au bout du compte, je vous ai dit, d'après le criticisme, la connaissance égale expérience plus raison. Autrement dit, la connaissance commence par l'expérience, mais cette connaissance qui découle de l'expérience est traitée par la raison. C'est pour cela que quand vous dites comme vigile, la raison comme vigile ou comme une faculté qui surveille, je vous dis, vous avez parfaitement raison. Oui, à ce niveau, la raison joue le rôle de vigile, joue le rôle de surveillance. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si vous n'avez pas, moi j'ai une question à vous poser. Alors, je vous pose la question suivante. Le criticisme est une critique par rapport à quel courant? Et donnez-moi le nom de ce courant-là, le criticisme. Je reprends la question. Le criticisme est une critique par rapport à quel courant? Et donnez-moi le nom de ce courant. Oui, Maimouna Diallo. Ici, on peut dire que le criticisme Hmm? est une critique Uh-huh. par rapport à l'empirisme, selon Uh-huh. moi. Parce À que l'empirisme pour, et? et au rationalisme. Non, Merci beaucoup. oui, oui, au rationalisme, qui se base Oui. seulement sur la raison. Uh-huh. C'est bien Alors que cela. le criticisme, lui, se base sur l'expérience et la raison à la fois. Merci beaucoup. Vous avez très bien compris. Oui, Ousmane Anne, nous comptons sur vous. Ouais, je vais donner un auteur, Emmanuel Kant, D'accord? comme Merci auteur. beaucoup. Merci beaucoup. Il y a un auteur, un philosophe du nom de Emmanuel Kant. Oui. Maïsek? Mbaye, nous vous écoutons? D'accord. Alors, ce que vous avez dit, les deux interventions ou les deux réponses, elles sont bonnes. Parce que, et d'ailleurs, l'une complète l'autre. Effectivement, le criticisme, nous dirons que c'est une critique non seulement adressée à l'empirisme, mais aussi au rationalisme. Le criticisme est, est une critique adressée à l'empirisme. Pourquoi? Parce que pour eux, l'expérience seule ne suffit pas. C'est un point de départ de la connaissance et non la fin. Et le criticisme est également une critique adressée au rationalisme. Pourquoi? Parce que la raison seule ne connaît pas. Elle a besoin de l'expérience comme point de départ de la construction de la connaissance. Voilà pourquoi, encore une fois, Emmanuel Kant est considéré comme l'un des pionniers de ce courant. Et d'ailleurs, tous ses livres vont porter le nom de critique. Voilà pourquoi Monsieur, vous avez un de ses ouvrages, La critique de la raison pure. m- m- Oui, monsieur, oui, Ablaï. le rationalisme, n'est-ce pas, c'est le courant épistémologique. Oui, on peut dire, quand on dit épistémé dans le sens de connaissance, oui. C'est D'accord, un courant philosophique, c'est un courant épistémologique. Épistémologie signifie connaissance. d'accord. Ouais. Alors, en résumé, par rapport à tout ce que nous venons de dire, retenez bien ceci. Vous pouvez maintenant déposer. Oui, Djibril Sow. Djibril, nous vous écoutons. D'accord. On retient ceci.
Et ça, vous allez le dire à votre papa ou à votre maman ou bien à vos amis. Dites-leur ceci. Le cours d'aujourd'hui portait sur les origines causales ou intellectuelles de la philosophie. Et après réflexion, interaction entre le prof et nous avons retenu ceci. 1. Nous sommes partis de la définition de la philosophie. Et à partir de son sens étymologique, on a décliné que la philosophie peut être définie comme amour de la sagesse. Et il n'était pas question de mémoriser cette définition. Nous l'avons analysée. Comment? On a commencé par poser une question par rapport au concept d'amour. Autrement dit, comment est né l'amour de philosophie? Et à cette question, on s'est appuyé du texte d'Aristote pour dire que l'amour de philosophie est né à partir de l'étonnement. Cet étonnement va donner naissance au questionnement. Le questionnement à la réflexion, le doute, la critique, la remise en cause. Et donc, bref, comment est né l'amour de philosophie? L'amour de philosophie est né à partir de l'étonnement et l'étonnement va donner naissance à toutes les autres caractéristiques. C'est ce que nous appelons les caractéristiques de la philosophie. À la question comment le philosophe réfléchit, voilà comment il réfléchit. Et l'autre question que nous avons soulevée avec le prof, c'est quoi? Qui sont amoureux de la sagesse? Si la philosophie est amoureuse de la sagesse, qui sont amoureux de cette sagesse? Alors, on a évoqué aussi Platon, son texte intitulé Diotima. Et dans ce texte, nous avons répondu avec Platon que ceux qui sont amoureux de la philosophie sont des philosophes. Pourquoi? Parce que ce sont les philosophes qui se définissent comme étant des amoureux de la sagesse, des amoureux de la connaissance. Et donc, ce ne sont pas les dieux, ni les ignorants, ni les savants qui sont philosophes, mais bien évidemment, ce sont des philosophes qui sont à la recherche de la connaissance. Et cette recherche de la connaissance, elle est éternelle. Et la troisième question que nous avions posée, toujours dites ça à vos parents pour qu'ils sachent exactement ce que Takano Academy vous apporte comme solution. On vous a posé une troisième question. Dites-leur ça de ma part ou de la part de Takano Academy. On a aussi posé une question sur comment chercher la connaissance. Et à cette question, on a vu qu'en philosophie, il y a plusieurs systèmes de pensée. Il y a plusieurs manières de percevoir le réel. On a commencé par les présocratiques qui pensent pour comprendre le réel, il faut saisir le principe premier de ce réel. Et ce principe a varié d'un présocratique à un autre. En prenant l'exemple de Thalès, de Pythagore, d'Anaximandre et d'autres. Et donc, on a parlé du feu, de la terre, de l'air, ainsi de suite. Et il y aura un autre courant appelé les idéalistes, pour qui aussi, écoutez, si nous voulons comprendre les choses, il va falloir que nous fassions un retour sur nous-mêmes, d'où l'événement de Socrate. Le connais-toi toi-même, tu connaîtras les dieux et les univers. Et donc, contrairement aux présocratiques, les idéalistes commencent à chercher la connaissance à partir du jeu, du sujet lui-même, et non à partir des phénomènes. Et là, nous avons vu qu'effectivement, pour eux, pour comprendre la réalité, il faut saisir l'idée parce que l'idée reste éternelle. Donc, ce qu'on appelle vérité n'est rien d'autre que l'idée. Et il y aura une critique par rapport à ce courant, et je vous ai dit que la critique qui sera adressée aux idéalistes, c'est une critique portée par les empiristes. L'empirisme est un courant philosophique qui stipule que toute connaissance découle de l'expérience. Et donc, l'esprit ne savait pas tout comme le prétendent les idéalistes, mais c'est avec l'expérience, l'accoutumance que l'esprit a su connaître le réel. Il y a une autre critique encore, le mouvement continu, une critique adressée aux empiristes. Et cette critique, cette fois-ci, sera adressée par les rationalistes. Pour les rationalistes, ce n'est pas l'expérience qui nous permet de connaître le réel, mais c'est plutôt la raison. Tout ce que nous savons, tout ce que nous connaissons n'est rien d'autre que la toute-puissance de la raison. Elle est infaillible, elle est capable de connaître non seulement les choses physiques, mais aussi des choses métaphysiques. Il y a un autre courant aussi qui va s'opposer à cette thèse, non seulement empiriste et rationaliste, et ce courant, nous avons parlé du criticisme. Pour le criticisme, effectivement, c'est les deux à la fois. Autrement dit, la connaissance n'est rien d'autre que l'association, l'interaction de l'expérience et de la raison. Et là, on avait parlé d'Emmanuel Kant. Et enfin, le dernier courant qui va tout chambouler, comme je vous l'ai dit, la remise en cause, elle est fondamentale, c'est le scepticisme. Pour ce courant, effectivement, tous ces philosophes qui aspirent à connaître, qui désirent à connaître ou à chercher la vérité se trompent. Pour le scepticisme, il n'y a pas de possibilité de connaître. On ne peut même pas connaître. Pourquoi? Parce que, un,
notre faculté ou nos facultés sont limitées. Mais deuxièmement, le réel ne se laisse pas facilement connaître. Le réel est complexe, le réel cache ses mystères. Le réel refuse même de se dévoiler. Voilà les deux arguments avancés par les sceptiques. Pour eux, encore une fois, je le dis, non seulement nous sommes limités, nos facultés, mais au-delà de ça aussi, le réel refuse même de se dévoiler. Et partant de ces deux arguments, il conclut que la connaissance n'est tout simplement possible. Et donc, comment connaître le réel? Les sceptiques te diront, on ne peut pas connaître le réel lié à la limite ou aux limites de nos facultés, mais au-delà de ça aussi, à la complexité même du réel. Voilà en grosso modo ce que vous avez à retenir aujourd'hui et ce que vous allez partager avec vos parents de la part de Takana Academy, qui est là uniquement pour accompagner les élèves, les soutenir, les booster pour au moins débloquer des problèmes auxquels ils font face par rapport à la philosophie qui est tant critiquée. Hein? Mais aujourd'hui, avec Takana Academy, je vous jure, je vous le garantis, vous n'aurez pas autant de problèmes avec la philosophie. Ça, ce n'est que le début, mais on va entrer en profondeur avec les textes pour confirmer tout ce que nous venons de dire. Vous aurez des textes, vous aurez des exercices qui seront corrigés. On ne va fuir à aucun texte. Tous les textes seront corrigés et vous aurez des méthodes différentes par rapport, encore une fois, à la compréhension des textes. Nous allons vous accompagner jusqu'à la fin de votre année scolaire et même au-delà de l'année scolaire, vous aurez besoin de Takana Academy. Merci et bonne fin de soirée. Mais avant de vous laisser, je précise que si vous avez quelques questions, nous vous écoutons avant de conclure. Monsieur? Oui? Oui, quel est le problème du scepticisme radical? Le scepticisme, comme son nom l'indique, merci pour l'adjectif, est radical de la possibilité de connaître le réel. Pour eux, on ne peut pas connaître le réel parce que nous-mêmes, en tant qu'humains, nos facultés sont limitées. Comment, à partir de nos limites, nous pouvons connaître quelque chose? Ce n'est pas possible. Deuxièmement, le réel que nous cherchons à connaître refuse même de se dévoiler. Le réel ne veut pas que nous le connaissions et nos facultés sont limitées. Et donc, pour eux, il n'y a pas de connaissance possible. Voilà pourquoi on parle du scepticisme. Est-ce que ça va? Djibril, oui. Vous avez une question? Tamsir Malikebe. Bonjour, monsieur, bonjour. Oui, ça va? Vous allez bien? Nous vous écoutons. Pourquoi dit-on le scepticisme est la carie de l'intelligence? Le scepticisme? Est la carie de l'intelligence. Et ça, c'est la conclusion, c'est la belle formule pour résumer tout ce que nous venons de dire. Parce que le sceptique, quand on vous dit que vous êtes sceptique, ça veut dire que vous n'êtes pas optimiste. À la base, on taxe les scepticistes et les sceptiques de ne pas être optimistes. Parce que pour eux, la connaissance n'est pas possible. Et donc, c'est-à-dire, il caractérise, comment dirais-je, pour parler en langage naturel, je dirais, il sabote même l'intelligence. Il voit l'intelligence comme étant incapable de produire de la connaissance. Des questions? Djibril So, oui? Bonjour, monsieur. Oui, ça va? Vous allez bien? Ouais, tranquille, tranquille. Ouais, nous vous écoutons. Je voulais poser une question par rapport au criticisme, quoi. Oui. Est-ce que ça a un lien avec l'art de convaincre sans parfois avoir raison? Est-ce que ça... dont la force repose sur... Vous pouvez reprendre, s'il vous plaît? L'art de convaincre sans parfois avoir raison. L'art de convaincre sans avoir raison. J'ai dit, est-ce que ça... Ouais, est-ce que ça a un rapport? Avec l'art de convaincre sans avoir raison. Sans parfois avoir raison. Je dirais non. Et quand on parle de ça, d'ailleurs, c'est le titre d'un ouvrage d'un philosophe appelé Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, l'art d'avoir toujours raison. Quand on parle de ça, j'aimerais faire un petit retour sur Socrate dans son combat avec les sophistes. Ce sont les sophistes qui veulent à tout prix convaincre les gens. Parce que pour eux, le but, ce n'est pas la recherche de la vérité, mais c'est juste obtenir, obtenir ce que nous cherchons du point de vue matériel. Et donc, à leur temps, les sophistes, ce sont des beaux parleurs. Ils avaient des armes puissantes pour convaincre n'importe qui. Ils peuvent te dire que tel tableau est blanc, et après, ils te convainquent pour te dire que le tableau est noir, et ainsi de suite. Ils peuvent même te dire, Monsieur Djibril, vous êtes un homme. Ils développent. Ils disent encore, Monsieur Djibril, vous êtes une femme. Et vous allez
finir par croire. Donc, c'est Oui, là oui, de convaincre sans avoir raison, quoi, en fait. Ce n'est pas la raison qui le remporte, ok. c'est-à-dire la vérité, mais comment parvenir à convaincre quelqu'un. Est-ce que ça va? Alors, Ouais, c'est ça va, tout merci. pour aujourd'hui. Je vous remercie énormément. Comme je vous l'ai dit, vous allez découvrir de nouvelles choses. Tant que vous allez continuer à vous connecter aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé votre contribution parce que c'est une preuve, encore une fois, que je dirais, c'est un objectif que cette structure, Takana Academy, c'est lancé. Faire comprendre aux gens qu'effectivement, il faut compter sur les élèves. Ils ont la capacité de réfléchir par eux-mêmes et donner des réponses si on a confiance en eux. Et aujourd'hui, c'est ça que vous m'avez confirmé parce que tout ce que je viens de dire n'est rien d'autre que la somme, le résultat de vos participations, de vos réponses. En réalité, je suis là juste pour vous accompagner. Et donc, je vous donne rendez-vous le mercredi 19 février à 18h, de 18h à 20h. Je reprends. Mercredi 19 février, de 18h à 20h. Il y a aussi un autre cours sur les sciences économiques et sociales. Bref, ici, il y a toutes les matières qui sont développées. Donc, s'il y a des gens qui ont des problèmes en maths, en SVT, géographie, histoire et géo, écoutez, il suffit juste de vous connecter et vous avez tous les contenus qu'il vous faut. Et je vous assure, ça va beaucoup vous aider. Les questions, maintenant en classe, s'il y a des questions que vous n'avez pas comprises, notez-les. Maintenant, avec ces cours de Takana Academy, vous pouvez avoir des réponses ou d'autres explications. Dans tous les cas, tant que vous n'êtes pas satisfait de la réponse, le prof ici est censé développer, est censé vous donner une réponse qui vous convient. Encore une fois, merci pour tout et on se dit à la prochaine. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Allez, bonne Merci beaucoup, soirée. merci. Merci, monsieur. Merci, Allez, monsieur. je vous Merci en prie. beaucoup. Bonne Merci, soirée à monsieur. vous. Demandez s'il vous plaît aux autres élèves de partager et aussi de juger l'aperçu du cours. De D'accord. donner leur impression sur D'accord. le cours. Hein? Oui. Ok. Voilà, soyez sans pitié, dites objectivement ce que vous avez pensé du cours, quoi. Et aussi l'apport de la structure Takan Academy. Comment vous trouvez cette Oui, structure? D'accord, Inch'Allah. Merci beaucoup, je oui, vous en prie. d'accord. Merci, Merci monsieur. beaucoup. Merci, merci. Merci. Allez, bonne soirée. Merci. Merci.